Bonsoir, test.
Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce premier conseil de l'année 2024. Je vais commencer par donner les pouvoirs que nous avons reçus, à savoir Madame Sandrine Darry qui donne le pouvoir à Marie-Josée Roch, Monsieur Christophe Martin qui donne son pouvoir à Martine Becqueré, Monsieur Dominique Lavigne qui donne son pouvoir à Madame Hélène Etchenique, Alexandra Valette son pouvoir à Alain Dartigue, Xavier Bailac à Gilles Lassabe, Céline Dos Santos à Jonathan Darrigade, Catherine Dufour à moi-même, Jennifer Weber à José Dos Santos, Catherine Dupin à Laurence Guilloni, Simone Puyot à Jean-Marie Guterres et Jérôme Rance à Marie-Ange Thébault. Je n'ai oublié personne, tout parfait. Donc je désigne comme secrétaire de cette séance qui a accepté Madame Marie-Josée Roch. Je vais commencer par vous proposer de nous associer aux deux hommages rendus nationaux à Monsieur Jacques Delors et à Monsieur Robert Badinter. Pour tout ce qu'ils ont pu apporter, tout ce qu'ils ont fait. S'ils ont un hommage national, c'est qu'effectivement, leurs missions ont été reconnues par la population dans son ensemble. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, puisque tous les médias, bien évidemment, ont largement évoqué leur carrière. Simplement, à titre personnel, je tiens à dire, puisque c'est l'occasion, que quand j'étais à Paris, je faisais partie du mouvement européen France, qui, écoutez bien, avait été créé en 1946 par Churchill et Blum, qui pourtant n'étaient pas du même bord politique, avaient considéré après la guerre plus jamais ça, et avaient donc créé ce mouvement décliné par pays, et donc j'en faisais partie, et comme j'étais effectivement sur Paris, alors c'était très bien, pourquoi? Eh bien parce que c'était une présidence tournante, une année c'était un UDF, modem aujourd'hui, Anne-Marie Drac qui était présidente, qui était ministre des Transports, et l'année suivante c'était Pierre Moscovici, qui était à l'Europe, aux finances, et qui aujourd'hui est président de la Chambre régionale des comptes. Et ensuite, par rapport à Pierre Badinter, toujours à Paris, je faisais partie, je fais plaisir de le dire, hein, bien sûr, j'ai le droit, de la Fondation Jean Jaurès, et évidemment tout ce qui se passait et du règne de ce moment-là, et avec donc Robert Badinter, tout ce qu'il a pu faire au-delà de la peine de mort, effectivement, c'est pour ça que je suis très touché par ces deux disparitions et que je trouve tout à fait normal et logique qu'ils aient été avec un hommage national. Ensuite, malheureusement, toujours dans le cadre des mauvaises nouvelles, nous avons eu quelques décès dernièrement. Monsieur Maisonnave, que beaucoup ici ont connu, parce qu'il faisait partie de la famille de Monsieur Jean Abadi. Ensuite, Madame Martinez, qui est la mère de Laurent Martin, qui était notre agent du service technique. Et là, ces tout derniers jours, y compris hier, Mirenchou Echeverry au CSAS a été touchée. Et Evelyne Pécastin qui a perdu sa mère aujourd'hui. Je suis allé au funérailles tout à l'heure. Voilà. Bien sûr, chaque fois, je fais ce que j'ai à faire au niveau de la municipalité, dans son ensemble, bien évidemment. Par contre, au rayon des bonnes nouvelles, on considère que c'est quand même une bonne nouvelle. Dans le classement qui vient de sortir des villes où il fait bon vivre, eh bien nous sommes quand même toujours sur le podium, puisque nous sommes seconds dans la strate 5 000 à 10 000 habitants, aussi bien sur le plan départemental, mais que sur le plan national. Donc tout ça, nous, ça nous fait plaisir, alors qu'on n'a rien demandé. On est second, derrière nos amis de Bidart, qui nous ont pris la première place sur le plan national. Mais avant, on était second, troisième, donc on se satisfait de cette seconde place, aussi bien au département qu'au national. Et bien évidemment, ça revient à l'ensemble de la population qui, tous les jours, dans son comportement au quotidien, fait que, eh bien, on avance ensemble sur toutes les catégories qui sont répertoriées par ce challenger et mis en synergie, d'où le beaucoup de synergie, bien évidemment, et
un petit plaisir. Ça montre aussi que la légende du petit colibri, eh bien, tous les jours, chacun amenant sa pierre à l'édifice, fait que on se retrouve sur le podium encore une autre fois. Ensuite, je voulais dire que nous allons avoir des inaugurations. Des inaugurations, 3 inaugurations. Enfin non, pardon. 2 inaugurations et une avec AIMA. Vous savez que AIMA, vous ne savez pas, je vais vous le dire. AIMA, c'est une association, c'est une organisation qui réemploie des matériels, des meubles qui sont de deuxième main. Et comme nous avons fait une opération avec la maison des associations, ils nous ont dit que nous faisions partie, considérés comme un meilleur acheteur responsable. Et c'est à leur initiative à eux et non pas à la nôtre. C'est à leur initiative à eux et pas à la nôtre qu'ayant été déclaré meilleur acheteur responsable, le 22 février à 11h à la maison des associations, ils veulent nous remettre un prix dont évidemment tout le conseil municipal y est invité. Mais là, nous n'en sommes pas à l'initiative. Ensuite, il y aura la première pierre à l'îlot Biremont 1. Je ne vais pas refaire l'histoire de l'îlot Biremont 1, qui sera portée par l'Office 64 et le col, qui avait été initié en 2011 par la mandature précédente, et ça ne devait pas nous coûter un sou. Mais ça, on en reparlera une autre fois. Bref, dont la première pierre sera posée le 5 mars également à 11h sur le site. Et enfin, Joliot-Curie, notre école à la Gargale, qui sera le 9 mars, inaugurée pour des travaux très importants, parce qu'il y en avait pour plus d'1 100 000 balles, entre 2022 et 2023, où on s'était engagé à refaire et la cantine et le dortoir, pour le bien-être, bien évidemment, de nos élèves, mais aussi du corps enseignant, les ATSEM et tout ce qui gravite autour de tout ça. Aidé par l'État, bien évidemment, donc on remerciera le sous-préfet qui sera présent. Voilà pour l'inauguration de Joliot-Curie le 9 mars. Vous recevrez aussi une invitation au niveau de l'ensemble du conseil municipal. Ce que je peux vous dire ensuite, à titre personnel, en tant que maire, c'est que les dates des prochains conseils municipaux ont été fixées et confirmées à aujourd'hui. Le premier sera le 13 mars pour les comptes de 2023 et le débat des orientations budgétaires, avec une commission finance qui devrait se tenir le 4 mars. Et ensuite, le conseil municipal pour le budget 2024 aura lieu le 11 avril, avec une commission finance le 27 mars, parce qu'il y a une nouveauté, c'est que de par la loi, vous devez être informé au moins 12 jours avant la convocation, le conseil. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire au niveau des informations du maire. Donc je passe la parole à mes adjoints qui ont des informations à vous donner dans l'ordre ou désordre, en transversalité. Commencer par Madame Marie-Josée Roch, ma première adjointe à la culture et aux loisirs. Bonsoir etc. à tous, merci Monsieur le maire. Oui, pas mal d'informations qui concernent la culture, les loisirs, l'animation, pour les jours à venir. Dès demain soir, vous êtes invités pour le premier spectacle qui va être donné, la première soirée spectacle qui va être donnée à la Maison des Associations par la Cala Musique. Voilà, nous pourrons entendre donc des élèves, mais aussi des groupes de professeurs, anciens professeurs ou actuellement professeurs, donc dès 18h30 avec une buvette et une restauration assurée. Merci pour eux. Le lendemain, samedi, vous avez dû voir bien sûr, même dans le journal aussi, une très très belle soirée scène nationale à l'Apollo à Boucau, puisque nous allons accueillir Antoine Tato Garcia, un guitariste, chanteur, auteur, compositeur, interprète, la rumba catalane. Donc je pense que ça sera une soirée avec une belle ambiance. Les week-ends, alors on vous a distribué, on vous a mis sur vos pupitres le flyer de la 5e édition de la BD s'anime, notre événement qui est maintenant attendu chaque année, le premier week-end de mars. Donc sur les 2 jours, vous avez énormément d'auteurs qui viendront dédicacer, présenter leurs œuvres, 4 ateliers
en destination des ados, même des adultes. Enfin, vous avez vraiment le programme très très détaillé sur ces flyers. En continuant dans le calendrier, nous arrivons au 8 mars. Donc j'ai plaisir avec Monia Even, qui nous allons d'ailleurs vous présenter cette soirée à deux voix. Nous avons plaisir d'organiser cette année, dans le cadre des journées nationales, même européennes, des droits des femmes, une soirée ouverte à tous, entrée libre bien évidemment, et qui va se dérouler en 3 parties. Une partie spectacle, en tout premier lieu, sur des poèmes de Luce Bréchet. La danseuse et chorégraphe Maude va évoluer. Elle va nous présenter un spectacle de danse contemporaine et la musique sera les mots et les textes de Luce Bréchet. Donc c'est un spectacle très très original et qui s'appelle La vie pas à pas. C'est un texte et donc une chorégraphie qui veut rendre hommage à la patience des femmes, à la ténacité des femmes, à la volonté, enfin à toutes nos qualités bien entendu, vous l'avez compris. Suite à ce spectacle qui doit durer, enfin d'après ce que nous en savons, 40 minutes, nous allons visionner, nous allons voir un court-métrage. Pour la première fois, on permet à la section cinéma du Centre culturel Bocotarnos de nous présenter une de leurs œuvres. Et ce court-métrage évoque, mais vous le verrez, j'en dirai pas plus, en 3 minutes et demie, un thème malheureusement d'actualité, un thème très très fort, sans être impressionnant, sans être trop dur, mais il est très très évocateur. Voilà, j'en dis pas plus. Et ensuite, avec bien sûr une petite pause, la soirée va continuer et c'est Monia qui vous en parle. Donc la soirée va continuer avec l'association citoyenne Justice Pays Basque, la CJPB. Donc il y aura la conseillère qui est en charge du centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales, qui va animer avec la représentante du service d'aide aux victimes. Ça va être un débat. Donc il y aura des discussions et des échanges animés par ces 2 personnes qui viendront. Le centre social s'occupera de la garderie, donc il y aura possibilité de venir avec les enfants et les enfants pourraient être gardés. Le centre social avec le groupe des jeunes va aussi animer un coin buvette et restauration pour les personnes qui le souhaitent pendant les pauses entre les moments. Ensuite, je continue avec un événement qui va se passer le 5 mars. Donc ça s'appelle le Théâtre Forum Aidant Aider, et le thème est la qualité de vie préservée sur la prévention des risques professionnels à domicile, qui met en scène des situations quotidiennes. Donc ce théâtre forum est réalisé par le CCAS avec le département 64. Il s'est limité à 100 places et c'est plus pour les professionnels. Mais à titre informatif, vous êtes au courant qu'il y a cet événement qui aura lieu le 5 mars à la salle l'Apollo. Le 21 mars, il y aura une vente vestibule, donc les activités de vestibule reprennent. Donc les bénévoles vous accueilleront le 21 mars, le jeudi, à l'Apollo, à la salle Pavillon Couturier. Pour ma part, j'ai terminé au niveau des actualités. Donc Gilles Lassave, par exemple. Oui, bonjour, j'ai 5 petits points à vous présenter. D'abord, au niveau de l'entreprise CELSA, il y a eu un accord de permis d'aménager pour mise en place d'une voie ferrée qui sera raccordée au réseau ferroviaire du port de Bayonne. Ainsi, CELSA va pouvoir expédier annuellement 250 000 tonnes de produits finis. Il s'agit de bobines de fil métallique qu'on voit toujours sur les trains face à la cale. Ceci va permettre d'éviter quand même beaucoup de camions, 93 000 par an, et tout ça sera transporté par wagon. Ça fera moins de bruit pour notre ville du Boucau et beaucoup moins de nuisances des camions qui passent au niveau de la cale. Deuxième point, ça fait l'objet de beaucoup de communiqués dans la presse aujourd'hui, c'est le territoire engagé pour le logement dans le cadre de la loi SRU. Vous savez qu'on a toujours pris dans la loi SRU l'engagement de rattraper ce déficit que nous avions.
dont la commune du Boucau s'est intégrée au niveau de la communauté d'agglomération pour proposer un projet qu'avait mis en place l'ancien ministre du Logement. Et on vient d'apprendre hier qu'on était élu dans ce projet d'agglomération, puisqu'il fallait construire plus de 1500 logements. Et le projet de l'agglo était fixé à 3000 logements. Je rappelle que la ville du Boucau représente plus de 10% de ce projet, puisque nous avons la plus grande dynamique au point de vue loi de rattrapage de la loi SRU, avec le projet Biremont 1, le projet Romaté et le projet Sémar. Tout ça fait que nous avons plus de 300 logements qui s'inscrivent dans ce projet. Donc on représente plus de 10% des logements sociaux, qui fait que nous avons gagné à peu près une enveloppe de 24 millions qui seront dispatchés pour les 11 communes du littoral et rétro-littoral. Voilà, donc on peut dire que si Biremont 1 a tiré la langue pendant longtemps avant de démarrer, c'est de l'oxygène que met l'État et qu'il injecte ça pour les villes qui sont le plus dynamiques. J'espère que la communauté d'agglomération sera des plus généreuses pour la ville du Boucau, puis nous sommes les leaders dans la dynamique qui a permis d'être élus au niveau de ces engagements en mixité sociale. Troisième point, c'est j'ai visité dans les terrasses de Piquessari, où il y a 80 logements, le social étant confié au col, donc tout se passe bien, il y a bien qu'un cheminement piéton qui fera plaisir à Jean-Marie, qui sera protégé au niveau de Henri Barbus jusqu'à l'école Elisa Lassalle. Voilà, donc projet d'intégration face au stade du Pic, et bien sûr, ça s'appelle les terrasses de Piquessari. Le quatrième point, c'est un copil où participent simplement les maires des 5 villes, anciennement ce qu'on appelle l'AGBA, Anglet, Bayonne, Biarritz, Boucau et Bidart. Donc on réunit les 5 maires pour voir quels sont les projets structurants pour notre ville. Il y a 3 dynamiques. L'une, c'est le renouvellement urbain. On a Sémar, bien sûr. On a Biremont 2. Alors, pour ce qui est de Sémar, sachez qu'il y a donc aujourd'hui, l'avis de publication est fait pour choisir ceux qui feront cette opération immobilière. Le 15 janvier, c'est fait. La remise des candidatures seront faites demain, le 16 février. La remise des esquisses seront faites le 7 mai. L'avant-projet sera fait de 9 août et la remise de l'offre finale le 15 novembre 2024 pour une désignation définitive du lauréat qui aura lieu le 9 décembre 2024. Concernant Biremont 2, là aussi il y a plusieurs logements mixtes qui doivent être mis sur 6780 m², donc tout ça est porté par le PFL, avec des commerces, et face à Péry, au parking Péry, la mise en place et la construction de halles. Le deuxième point, après le renouvellement urbain, c'est la densification. La densification doit se faire déjà au niveau d'Ainsina, c'est cette maison d'enfants handicapés qui se trouve sur la 810. Donc il y a un projet d'OAP qui se fait avec l'ODAP pour un projet structurant de logement sur ce site qui bénéficie bien sûr du trambus et d'une piste cyclable. Donc on privilégie un petit peu cette zone pour la densification. Également d'Audignon, c'est au niveau du 11 novembre, en montant ce qu'on appelle la côte du Pastou, un terrain communal aussi, que nous avons confié à un bailleur social pour faire aussi une opération de logements sociaux. Le troisième point, c'est ce qu'on appelle l'extension. Alors l'extension, ça c'est au niveau de la LEB. Il y a donc un projet de structuration pour un terrain de sport, de football, mettons, et une construction pour le centre de loisirs. Et tout ça est en étude et confié à la société publique locale du Pays Basque. Il y a un intérêt communautaire et il y a un intérêt, bien sûr, pour la commune, pour faire du service de la collectivité. Le dernier point que je dirais, c'est le syndicat des mobilités, puisque j'en fais partie aussi.
Ils nous ont présenté le projet du Trambus 2 qui va maintenant se finaliser jusqu'à la Technocité. Et il y a bien sûr des études qui seront faites. Ça, c'est pour 2024 et jusqu'en 2026, l'aménagement jusqu'à ce qu'on appelle le point Makila, où il y aura donc le Trambus qui passe sur la 810, qui ira donc jusqu'à Makila, là où il y a tous ces véhicules, puisque tous les vendeurs de véhicules sont maintenant dans ce secteur. Bon, voilà les 5 points que je voulais vous évoquer. Merci, M. Lassalle. Bonsoir, merci. Moi, c'est juste un petit mot pour l'aménagement du parc Peloste qui va commencer très rapidement. Nous allons commencer par l'engazonnement de la zone qui a été retournée avec un canicite et nous allons là mettre des structures de jeu pour les jeunes. Ça va être une tyrolienne et nous allons également mettre on appelle ça une balançoire nid. C'est comme une coque, mais qui sera également accessible aux enfants présentant un handicap. Donc on va commencer cet aménagement par cette première partie pour les un petit peu plus grands que ceux du Pastou, pour les jeunes, quoi. Voilà, merci. Juste une petite parenthèse quand même. Je rappelle que ces aires de jeu, ça avait été dit au départ, que nous prenons 15% de moins dans nos indemnités des élus, ce qui représente à peu près 25 000 € par an, que nous affectons effectivement à ces aires de jeu. Monsieur Dos Santos. Bonsoir à toutes et à tous. Je n'ai pas grand-chose à vous dire, mais je tiens à vous informer que les associations sont en train de déménager à la maison des associations. Quelques-unes sont déjà installées. Après, il y a des petits problèmes de quelques codes que tout le monde il est en train de se mettre à la page parce qu'il y a des gens qui connaissent un petit peu le système, mais d'autres qui ne le connaissent pas encore très bien. Donc, mais tout ça va entrer en ordre. D'ici à la fin du mois, tout le monde sera opéra. Après, question de vestibule, ils vont récupérer l'ancienne bibliothèque à côté de l'Apollo. C'est qu'il y avait l'ancienne bibliothèque, quoi. Et apparemment, bon, j'entends parler qu'ils sont très contents parce que ça va être juste le local qui est à côté de l'Apollo, avec des petits chariots, des diables. Ils peuvent transporter tout ce qui est vêtements et tout ça pour pouvoir le vendre dans la salle d'Apollo. Voilà. Oui, il y a après le petit local où c'est qu'il y a le bar foyer, où c'est qu'il y avait les Amix, quoi, où c'est qu'il y avait l'association à l'époque, et l'amicale galaise, mais pour l'instant, voilà. Mais après, bon, on les laisse faire. Voilà. Claire est en accord avec elle, après les enfants ce qu'elles veulent, la mairie, comme c'était convenu, compte tenu quand même de ce logement, de ce local qui est interdit au public, nous s'était engagés avec les moyens que nous aurions de faire quelque chose. Là on a la possibilité, ça veut dire que Vestibule récupère, comme l'a dit José, la totalité de la bibliothèque et est mis à leur disposition ce qu'il y avait derrière le bar foyer, qui est des locaux de matériel pour la Gargale, pour le comité fédéral Gargale et nous Amix. Voilà, c'est très bien. Merci José. Sandrine Darrigue est absente. Monsieur Patrick Acedo. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, pour ce qui concerne les travaux, c'est un peu la pause après les deux gros chantiers, Joliot-Curie et la maison d'association, où les réglages se font petit à petit, comme a dit José, là. Les prises en main aussi, c'est pas évident. Il reste quelques petits soucis de travaux à finaliser aussi. Il y a eu dernièrement un problème à l'étage avec le chauffage. Bobion a été averti, il s'engageait à réparer cette semaine-là. Donc voilà. Joliot-Curie, c'était pareil. Il y avait un coin vestiaire avec un coin douche. On va faire ajouter un petit radiateur qui n'était pas prévu au départ, puisqu'on se sert du local en tant que douche pour surtout les
les maîtresses et ainsi de suite, ou les gens qui vont faire un peu de sport. Donc ils profitent du vestiaire et de prendre une douche après. Donc pour chauffer le local, on va rajouter un petit radiateur sèche-serviette. Et je pense que ce sera un cadeau de l'entreprise Beaubillon qui a eu le chantier qui nous le fera gracieusement. Voilà, travaux de grosses œuvres, les routes, pour l'instant c'est le stand-by parce qu'on entend un peu ce que l'agglo va nous dire. Gaz de France aussi a des travaux à envisager. Qu'est-ce que je peux dire aussi, je crois que j'ai fait un peu le tour de tout. Les tennis, bien sûr, on attend maintenant qu'ils posent la structure métallique. Ça devrait se faire, normalement c'était prévu pour la fin de ce mois-ci, parce qu'il fallait au minimum un mois de séchage des pieux, du coulage des pieux pour que le béton soit bien dur pour pouvoir fixer après les supports métalliques et la charpente métallique. Donc voilà, pareil, la fameuse platane que nous attendions tous devrait se faire courant le printemps là maintenant, puisque c'est la saison des plantations. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour un petit peu de tout. Voilà, après les équipes sont dans des travaux en régie un peu partout, donc ça suit doucettement son cours au niveau des services techniques. Voilà. Un petit complément, mais qu'on évoquera dans le prochain conseil municipal quand on parlera de 2023. Il y avait effectivement beaucoup de travaux qui restaient à réaliser à la fin de l'année, mais qui étaient quand même engagés. Et on peut vous dire qu'aujourd'hui, ils sont pratiquement tous réalisés. Bon, c'était un petit détail. Monsieur Jean-Marie Gutiérrez. Oui, bonsoir à tous. Donc j'aurai deux informations pour le conseil municipal. La première, donc, c'est avec la police municipale, nous avons participé à une réunion de coordination donc, des 5 polices municipales Bayonne, Anglet, Biarritz, Bidart et Boucau le 7 février en mairie de Bayonne. Donc avec un bilan qui a été dressé des actions passées, donc avec un réel succès sur les contrôles qui ont été faits sur les 2 roues, donc en partenariat avec la police nationale et gendarmerie sur l'axe structurant de la 810 et la sortie des écoles et plages. Donc on envisage de faire une nouvelle campagne dans les semaines à venir de contrôle donc, qui pourrait être étendu aux voiturettes et aux trottinettes également, puisque donc, ça commence donc petit à petit à proliférer sur nos rues et routes. Donc une prochaine réunion est prévue le 15 mars en mairie de Biarritz afin de tirer les enseignements de ce nouveau contrôle et peut-être pouvoir déboucher sur une conférence de presse que pourrait donc réunir tous les maires donc, concernés donc, par les villes que je viens de citer pour qu'une juste visibilité aux yeux du grand public soit formulée à travers cette conférence de presse, quoi. Ensuite, j'avais un deuxième point qui concerne l'empreinte de la circulation. Alors la circulation, c'est la rue Barsalère, donc vous avez peut-être déjà vu, dont le sens de circulation a été modifié pour répondre aux besoins du chantier, donc du centre-ville, des Barthes de la Dour, rue Biremont, dont les camions qui vont desservir ce chantier effectueront un circuit qui va donc faire qu'ils vont rentrer par la rue Barsalère, en traversant le passage à niveau Colonel Fabien et livrer donc le chantier. Ensuite, ils quitteront la ville en passant par le passage à niveau de la Cale, ce qui fait qu'ils vont faire un circuit qui fait que, bon, comme ils ont quand même des dimensions assez importantes dans le centre-ville, ça va occasionner des problèmes. Et en faisant ce circuit-là, c'est, je pense, la façon la plus fluide de les faire circuler sur ces rues. Donc la rue Barsalère est mise en sens unique dans le sens silo à maïs, passage donc à niveau Colonel Fabien. Donc une lettre d'information a été donc adressée aux riverains, un article dans le sud-ouest et un arrêté qui sera affiché sur le site de la ville. Au bout de la rue, donc à l'intersection avec la rue Maurice Perse, on a placé un stop. Actuellement, on a maintenu provisoirement au bout de la rue Perse le stop pour éviter le débouché direct sur le passage à niveau au bout de la ligne droite. Mais prochainement, des travaux seront entrepris pour effacer ce stop. Et donc, en faisant en sorte que tout d'abord, on apaise la circulation en amont, de façon à ce que les usagers ne rentrent pas trop vite sur le passage à niveau. Donc, a priori, donc, tout ça devrait être installé dans les jours qui viennent. Il va y avoir aussi des panneaux qui vont dire que le tourner à droite depuis la rue Maurice Perse vers la rue Barsalère n'est plus possible, donc il y aura des modifications de carrefour. Voilà, et quant à elle, donc la rue Biremont, vous avez déjà dû le voir, la circulation est alternée, le temps du chantier là aussi, et je pense qu'il y aura quelques soucis de circulation dans le centre-ville. C'est ce pourquoi la dernière fois j'avais dit que la zone bleue était différée d'1 an et demi à cause de tous ces petits tracas. Et donc après, il faudra compter sur la présence de nos policiers municipaux pour essayer de mettre tout cela en musique. Voilà, j'en ai terminé.
Merci bien. Donc la parole aux adjoints est terminée. Et avant donc de parler, de rentrer dans les délibérations, je tiens à faire part d'un courrier que nous avons reçu qui vient des collectifs de Candide du 12 février avec diffusion à tous les membres du conseil municipal, dont tous les élus ont reçu ce courrier. Certaines personnes sont là, c'est très bien. Moi, je ne vais pas m'étendre sur ce que j'ai déjà dit. Je répète simplement, alors on répondra à ce courrier, bien évidemment. J'ai une réponse négative que je vais donner tout de suite. Dans ce courrier, nous est demandé d'urgence l'inscription d'une provision nécessaire pour financer un acte d'huissier qui prouverait au tribunal le caractère fallacieux des simulations d'impact. Je suis désolé, on en a parlé en bureau tout à l'heure. Moi, je représente les deniers publics, les deniers des boucanais. Cet acte d'huissier, nous ne le prendrons pas en charge. Ça, je le dis. Voilà. Que ça plaise ou pas, pas de langue de bois, je le dis. Sur ce sujet, je redis que par 2 fois, nous sommes opposés à cette installation. La preuve en est, c'est que Bouygues, Sélénex, nous ont mis au tribunal. C'est pas nous qui les y avons mis, c'est eux qui les y ont mis, parce qu'on a refusé. Et on attend le jugement, qui n'est pas encore sorti. Nous avons expliqué ça en substance dans le dernier Boucau Synergie. Nous avons fait une réponse aux riverains, on reste à l'écoute, bien évidemment. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, etc. Sauf que moi, je ne peux pas aujourd'hui aller plus loin que ce qu'on a fait. Nous avons un avocat, je peux dire son nom, Maître Cambou, qui nous suit sur ce sujet. Moi, j'ai fait ce qu'il m'a dit. Je ne vais pas revenir sur l'autorisation provisoire. J'ai fait ce qu'on m'a dit de faire, à tort ou à raison. Bon, peut-être un mot malheureux, j'en sais rien. C'est comme ça. Donc, moi, je réponds à ce courrier que vous avez envoyé à tous les élus. Évidemment, la parole est ouverte, bien évidemment. C'est pour ça que je l'ai mis juste avant les délibérations. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce sujet ? Dans les délibérations, la première délibération que je porte est la suivante. Ça concerne l'adhésion... Attendez, il faut que je retrouve mes petits souliers. Voilà. Non, j'ai oublié l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 14 décembre. Est-ce qu'il y a des remarques? Non, je soumets au vote, des votes contre, des abstentions. Merci. Donc, adhésion à la convention de gestion de dossiers d'allocation de retour à l'emploi du centre de gestion 64. Donc, j'expose aux membres du conseil municipal que les centres de gestion peuvent proposer à la collectivité affiliée et adhérente des prestations facultatives. À ce titre, le centre de gestion de la fonction publique et territoriale du 64 propose une prestation de gestion des dossiers d'allocation de retour à l'emploi. Propose l'adhésion à la convention de gestion des dossiers d'allocation de retour à l'emploi par donc le centre de gestion à compter du 1er janvier 2024. Et on décide d'adhérer à compter du 15 février à la convention de gestion et vous autorisez à le signer. Voilà. Bon, comme ça concerne du soutien par rapport aux agents, ça me paraît utile. Pas de questions, de vote contre? Oui, bien sûr. Merci, monsieur le maire. Bien sûr. Effectivement, cette délibération est semblable à d'autres délibérations qui ont été présentées aux précédents conseils municipaux. Néanmoins, même si effectivement nous reconnaissons le travail du centre de gestion et l'intérêt que cela peut représenter pour la commune de faire appel à leur expertise et aux services, un certain nombre de questions sont venues à l'esprit concernant cette délibération-ci. Allons-y. Avec un regret, effectivement, qu'il n'y ait pas eu de commission au cours desquelles elles auraient pu être posées, ce qui m'aurait peut-être évité d'intervenir ce soir. 3 questions. Tout d'abord, concernant ce recours à l'expertise du centre de gestion pour ces demandes d'allocation pour perte d'emploi de nos agents contractuels et éventuellement certains titulaires. Pourquoi est-ce qu'il est envisagé aujourd'hui de solliciter
le centre de gestion à ce propos. Est-ce qu'il y a une nouvelle politique dans le recrutement du personnel de la commune qui pourrait avoir pour conséquence des besoins d'intervention supplémentaires? Est-ce qu'il y a des difficultés particulières à ce niveau-là qui nécessiteraient effectivement qu'on fasse appel dès maintenant à l'expertise du centre de gestion? La deuxième question concerne, est-ce qu'il y a eu... On m'entend pas ? Est-ce qu'il y a eu une étude comparative concernant la prise en charge de ces dossiers? En effet, par exemple, par le biais d'une convention avec l'opérateur public France Travail, anciennement Pôle emploi, pour bien associer pour tout le monde la compréhension, qui permet le traitement de ces dossiers par convention également au plus près du territoire de résidence, notamment des personnels concernés, avec le réseau territorial de proximité des différentes agences de France Travail qui sont toutes implantées localement. Les coûts aussi mériteraient peut-être réflexion, puisque à Pôle emploi, France Travail, pour une ouverture de droit initial à l'indemnisation chômage, le centre de gestion, dans la convention qui nous est présentée, annonce des tarifs de 600 € par exemple, alors que pour l'emploi, c'est 83 € pour le même travail et la même prise en charge et le même accompagnement au terme de la convention. C'est également la même chose pour le traitement mensuel de l'activité avec activité réduite, 37 € avec le centre de gestion pour 7 € avec France Travail. Donc il y a effectivement des montants qui sont différents. Nous nous interrogeons sur l'éventuelle possibilité d'avoir recours à une comparaison de ces tarifs et des services rendus avant de prendre la décision. Troisième question qui nous est venue et qui là touche à la proximité de traitement des problèmes des salariés effectivement de la commune, c'est le fait que le centre de gestion 64 subdélègue le traitement de ces dossiers auprès du centre de gestion de Charente-Maritime. Enfin de Charente-Maritime, pardon. Donc un éloignement plus grand au niveau des relations entre les personnels et les gens qui vont traiter leur dossier, cela nous interpelle également. Donc nous nous sommes interrogés, nous n'avons pas forcément les réponses, je les pose à l'ensemble du Conseil ce soir. Est-ce que nous avons une suggestion à faire? Serait-il possible de reporter cette délibération à un Conseil ultérieur, après exploration de toutes les solutions envisageables, à la fois pour qu'elles soient les plus protectrices de nos anciens salariés et aussi les plus économiquement favorables pour les finances de la commune? Je vous remercie. Alors, d'abord... Il n'y a aucune amitié, pas du tout. On n'a pas, dans la politique de la ville, envisagé de se séparer de qui que ce soit et qu'à partir de là, on allait vers ça. Pas du tout. C'est parce que comme toutes les communes adhérentes au centre de gestion, nous avons été sollicités, et c'est bien écrit, de manière facultative. On espère ne jamais en avoir besoin. La question qu'on s'est posée, non mais c'est une bonne intervention. La question qu'on s'est posée, c'est de se dire, certes aujourd'hui, on n'en a pas besoin, mais si demain on en a besoin, est-ce qu'il ne vaut mieux pas se couvrir par un organisme qui est connu et reconnu? Le centre de gestion, il est reconnu dans la spécificité de la fonction publique, des agents de la fonction publique. C'est la seule raison qui a motivé cette présentation de délibération avec les coûts qui sont là, que là ne peuvent pas se négocier, c'est eux qui nous le disent, que ce soit en Charente. Ça, on ne s'immisce pas dans leur gestion. Pourquoi la Charente? Pourquoi pas Paris? Pourquoi pas Bordeaux? On ne sait pas. Bon, nous, ce qu'on a vu, c'est que demain étant un autre jour, et comme les choses évoluent, on n'est pas à l'abri que demain, entre le CCAS et la mairie, on n'est pas une, voire plusieurs personnes qui pourraient être touchées par ce problème, et que là, on se dit, il vaut mieux qu'on se couvre à l'avance plutôt qu'après. Notre démarche aurait, je dis au conditionnel, n'aurait peut-être pas été la même s'il avait fallu qu'on paye de toute façon une adhésion obligatoire au départ. Ou vous en voulez et vous payez, mais si vous n'en servez pas, il faut payer quand même. Là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que
Oui, Odile, je vais vous donner la parole. Si vous l'autorisez, bien évidemment, il est évident que là, si on n'en a pas l'utilité, ça ne nous coûtera pas un centime. C'est ça que nous, on veut dire. Voilà. Oui, Odile. Oui, excusez-moi, je me permets d'intervenir parce que c'est en fait une délibération très technique. Pour être clair, c'est même celle qui justifie ce conseil municipal parce qu'on était relativement pressé par le temps. Alors c'est dans le cadre de la réorganisation du niveau des missions du CDG, ils se partagent les missions, donc ils ont confié cette mission-là au centre de gestion de la Charente. Mais nous avons un dossier, alors je vais pas rentrer dans le détail, c'est une situation d'un agent qui est parti en invalidité et qui peut bénéficier d'une allocation de retour à l'emploi. Et donc c'était suivi jusqu'alors par le service RH avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale du 64. C'est des procédures très administratives, hein, donc c'est pour permettre d'accompagner cet agent vers d'autres... voilà, donc, et donc le CDG 64 a demandé à toutes les communes du département, pour continuer à bénéficier de ces services d'aide juridique, de délibérer avant le 31 janvier. Et on a reçu ça fin décembre. Donc on a demandé à avoir un petit délai. Voilà, c'est vraiment très technique et on a une situation et ça posera problème si vous délibérez pas ce soir parce qu'on ne pourra pas accompagner cet agent-là dans la mission, quoi. Voilà. C'est juste ça. Il y avait un problème de calendrier et d'urgence. Voilà, oui, oui. Non, nous comprenons parfaitement à la fois le recours à l'expertise du centre de gestion ou d'un quelconque organisme. Vous avez dit vous-même que le centre de gestion était tout à fait compétent pour ce genre de choses. Je pense que France Travail l'est aussi. L'interrogation que nous avions, en ignorant ce problème d'urgence qui vient de nous être signalé, qui nous met dans une obligation par rapport aux salariés concernés, effectivement, de permettre qu'ils soient accompagnés. La question, pour nous, reste néanmoins posée pour la suite. Nous pouvons être à même, en tant que collectivité, d'avoir besoin, effectivement, de services pour accompagner au mieux les anciens employés de la commune. Et la question, donc, d'avoir recours au centre de gestion, pourquoi pas, mais pourquoi pas à d'autres organismes tout aussi officiels qui sont, par exemple, effectivement, France Travail, dont on ne peut pas remettre en cause non plus l'expertise dans ce genre d'accompagnement. Voilà, c'était simplement pour éclairer notre position. Le conseil municipal, il est fait pour ça, pour échanger aussi, bien évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce sujet? Parce que je vais donc continuer ce qu'a dit Odile, on va la soumettre au vote, quoi. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avec les pouvoirs. C'est ça, je ne me trompe pas. Non, mais c'était pour Mme Etchenique. C'était Mme Etchenique qui n'avait pas levé le bras. Donc, cette abstention avait les pouvoirs. Très bien. La délibération suivante porte sur la modification des emplois dont je vais vous faire part, avec une information tout de suite quand même. Vous savez que nous avons notre ancien DST, directeur de Solidité Libre et Terrica, qui était parti en retraite, et que malgré plusieurs auditions, nous avions toujours des recrutements infructueux, parce qu'on considérait que ce n'était pas ce que nous recherchions. Là, nous avons trouvé, nous semble-t-il, le bon profil. Donc on l'a retenu. Il rentre le 7 mars. Il est déjà venu nous voir la semaine dernière. Et il a vu les équipes aussi, voilà. Donc il s'appelle M. Sébastien Pardis, alors que ça s'écrit D-I-E-S, on pourrait dire, Sébastien Pardis, ce que j'ai dit moi la première fois. Il m'a repris en disant non, c'est M. Pardis. Donc soit par 9 ou par 10, le principal c'est qu'il soit chez nous. Donc voilà. Je suis trop loin du micro, excusez-moi. Donc je rappelle au conseil municipal. Ça c'était l'information, mais la délibération ne porte pas sur le recrutement de M. Non, 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 non. C'était une information avant la délibération que je commence. Mais bonne intervention de notre DGS. Donc je quitte l'information pour entrer dans la délibération. Donc je rappelle au conseil municipal que conformément à l'article L313 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois permanents nécessaires au fonctionnement des services. J'explique que compte tenu de la future mutation de notre collectivité d'un agent du service affaires générales et de la nécessité de pouvoir son remplacement, il est proposé au conseil municipal de créer un emploi d'agent administratif en charge des élections et des affaires générales adjoint au responsable de service à temps complet.
Cet emploi pourrait être pourvu pour un fonctionnaire de catégorie C relevant du cadre d'emploi des adjoints administratifs. Le tableau des emplois serait donc actualisé de la façon suivante. Pour les affaires générales, un emploi créé qui serait un cadre d'emploi des agents administratifs de temps complet. Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé et délibéré, décide d'adoption de la modification du tableau qui est à connexer et précise que le budget est prévu en ce sens. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Madame Etchenik. Oui, il me semble que l'agent qui s'en va, qui part en mutation, était de catégorie B. Oui. Et là, vous mettez le poste en catégorie C. Tout à fait. Voilà, donc je voulais savoir pourquoi. Et ensuite, je voudrais savoir si la ville de Boucau connaît également des difficultés pour les recrutements. Et ce que vous comptez faire. Alors, il y a des difficultés de recrutement, on l'a bien vu pour le directeur de services techniques. Il peut y avoir, effectivement, par période, par moment ou par activité, quelques difficultés pour lesquelles on n'y peut rien. Bon, voilà. Par contre, ce que je tiens à dire, c'est que nous, on essaye de tirer vers le haut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous en rendez peut-être pas tous compte parce que vous n'êtes pas dedans, comme nous, mais entre l'État, l'agglo et le quotidien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça va très très vite et avec des compétences qui nous sont demandées qu'il faut avoir, quoi. Et nous, les élus, on a besoin d'être entourés de gens compétents aujourd'hui dans des domaines qui peuvent être appelés comme par exemple les élections, quoi. Bon, voilà, etc. Donc effectivement, moi je bénéficie, c'est bien pour tout le monde, d'une commission pour le recrutement dans laquelle je suis systématiquement avec Jean-Marie, qui est mon assistant pour les ressources humaines, et ensuite systématiquement Odile, la DGS, et Corinne Laville, la responsable des ressources humaines. Et ensuite, en fonction de l'activité, il y a l'élu qui est responsable de cette activité, plus le chef de service qui est responsable aussi de ça. Donc ça fait un peu de monde quand même. En général, ça se passe très très bien, voilà. Et quand il y a eu 3/4 d'heure d'échange à la louche, voilà, qu'il n'y a pas de zone d'ombre pour celui qu'on a reçu, qu'il est content qu'on n'ait oublié aucune question et qu'il a pu poser, elle ou lui, toutes les questions qui lui passaient par la tête, et bien ensuite on échange. Et moi je parle le dernier pour ne pas influencer qui que ce soit. Les premiers à parler, ce sont ceux qui sont concernés par l'activité. Et à aujourd'hui, on a toujours, d'une manière, je peux dire, collégiale et consensuelle, assuré ces recrutements. Voilà le premier point. Le deuxième point, oui, on a mis une classe C, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas recruter une classe B, c'est parce que si on met une classe B, on peut se priver de gens qui sont en classe C et qui ont toutes les compétences requises. Donc autrement dit, ça veut dire que pourquoi priver quelqu'un qui n'a pas la catégorie B à un poste qu'il peut tenir, puisque la loi lui permet de le tenir, et s'il en a les compétences, je ne vois pas pourquoi. Nous, quand on fait les recrutements, on ne s'arrête pas à savoir si le gars, il a 3 ou 4 médailles. On regarde si la personne, dans le profil qu'il nous a envoyé, on considère qu'il mérite d'être auditionné par rapport aux compétences qu'il nous présente, et le profil qui va avec. Donc à partir de là, du moment que la loi nous permet d'élargir un recrutement, dans le contexte, on se base là. Donc voilà, si demain, effectivement, ça se passe comme ça, eh on prendra quelqu'un, si c'est quelqu'un de C qui retient notre attention, c'est quelqu'un de C qui sera recruté. C'est clair et net. Voilà. Alors après, si cette personne, effectivement, montre par ses capacités qu'elle est méritante, etc., à la première occasion qu'on aura par la promotion interne, tout ce genre de trucs, etc., de faire les gestes nécessaires. Voilà. On ne peut pas priver quelqu'un parce qu'il n'est pas... Voilà. C'est la réponse que je peux donner. Sincérité absolue. Oui. Mais à l'origine, l'annonce est portée sur un catégorie B ou C ? Catégorie C. B ? Non plus. Ah. Alors allez-y, Odile. Ah. Je demande à Odile... Non, mais je demande à Odile, parce que, après tout, d'intervenir sur le sujet. Pour être clair, l'annonce a été ouverte sur B puisque l'agent qui part était catégorie B. En revanche, le recrutement a eu lieu et la personne qui donne toute satisfaction est catégorie C.
Donc pour pouvoir la nommer, effectivement, on est obligé de créer l'emploi sur C. Oui, sur les mêmes fonctions, mais elle les remplit puisqu'elle a la compétence, et c'est ce qu'on recherche avant tout. Et bien sûr, si un jour, parce qu'effectivement c'est un poste de B, si effectivement cette personne, par la promotion interne ou par l'obtention du concours, peut y prétendre, bien sûr, elle pourra évoluer sur le poste de B. Mais en revanche, la personne a la compétence pour tenir les missions du poste. Mais c'est pas le même salaire. Évidemment. Bon. Non, mais je vais le dire gentiment. Moi, je suis le maire du Boucau, je suis le responsable du personnel, je suis responsable aussi des finances, et à partir du moment où on a une adéquation d'une personne qui a un poste, qui a une rémunération, qui va avec ce poste, dont je ne suis pas à l'origine, et dont je ne suis pas responsable, elle n'est pas pénalisée de mon poste. Et jusqu'à présent, depuis que moi je suis ici, chaque fois qu'on a pu promouvoir quelqu'un, on l'a fait. Et il n'y en a aucun qui peut dire que c'est pas vrai. Et en plus, souvent, on a été retenus dans le centre de gestion, alors qu'il y avait plusieurs postes et c'est nous qui avons été retenus. Voilà. Donc, après que vous défendiez les trucs, c'est normal, je le comprends, c'est logique, c'est évident. Mais à un moment donné, moi, je regarde ce dont j'ai besoin, ce que j'ai en présence, ce que je peux faire, et si je peux l'avoir au moindre coût, je le fais au moindre coût. Voilà. Mais ça, on verra ça quand on parlera des investissements de 2024. Enfin, ce qui est gênant, c'est le moindre coût quand on parle des fonctions d'une personne. Et puis avant que la personne soit nommée au centre de gestion, je pense qu'il y a d'autres personnes au sein de la collectivité qui peuvent prétendre à une nomination. Donc je trouve un peu exagéré de faire travailler quelqu'un sur des missions de catégorie B et payer en catégorie C. Voilà, je trouve pas ça très moral. Alors, on ne va pas y passer l'hiver dessus, parce que la personne que nous avons recrutée nous donne toute satisfaction pour occuper ce poste. Et elle est catégorie C. Et moi, je n'ai pas le pouvoir. Si j'étais dans le privé, je pourrais dire, après tout, je fais ce que je veux, je considère qu'elle est là, je la mets en B. Je ne peux pas le faire. Voilà. Alors ne me reprochez pas, je vous l'ai déjà dit, des choses qui ne sont pas de mon pouvoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas, je passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. Délibération suivante. C'est donc les cours de tennis. Donc c'est toujours moi. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de finances. Voilà. Donc j'expose au conseil municipal que dans le cadre du déploiement de sa politique d'aide aux communes, le conseil communautaire de la CAPB a adopté par délibération du 4 mars 2023 un dispositif d'attribution de fonds de concours aux communes membres de l'AGLO pour la période 2023-2026. Ce fonds de concours se répartisse en deux enveloppes pour des modalités distinctes. Une première enveloppe répartie de façon égalitaire entre les 158 communes. Autrement dit que vous ayez 68 habitants ou 45 000, c'est un forfait de 30 000 €. On pense ce qu'on veut, c'est comme ça. Cette enveloppe doit permettre de renforcer la capacité d'investissement des communes, notamment en matière de rénovation énergétique, pour faire face aux dépenses croissantes de fonctionnement de certains bâtiments publics. Et une seconde enveloppe du pôle, dont le pôle AGBA pour nous, visant à encourager les projets communaux qui répondent prioritairement aux enjeux de sobriété énergétique et de réduction de l'empreinte environnementale en cohérence avec les engagements de la CAPB dans le cadre du plan climat-air-énergie territorial PCAET. Donc je propose de solliciter au titre de la première enveloppe, dite le forfait communal de 30 000 €, comme ça on l'a tout de suite, au titre de la construction des deux cours de tennis dont le coût estimatif s'élève à 246 330 € hors taxe. Donc après avoir entendu l'exposé, sollicite le fonds de concours de 30 000 €, forfait communal au titre de la construction des deux cours de tennis dont le coût s'élève à 246 330. Dit que le montant sollicité n'excède pas la part de financement assurée, observation par la commune. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui, monsieur Billard. Oui, merci monsieur le maire. J'ai une question. L'année dernière, on a pris une autre délibération pour une autre subvention dans laquelle le montant hors taxe des travaux était évalué à 200 547 €. Là, aujourd'hui, on nous prend une délibération avec 246 330 €. Du coup, c'est une augmentation de 23% du coût des travaux.
Du coup, je voulais savoir pourquoi une telle augmentation. Est-ce qu'on maîtrise bien le projet? Et du coup, est-ce que cette enveloppe de 30 000 € qui aurait pu servir pour notre projet, est-ce qu'elle est allouée du côté tennis du fait de cette augmentation du coût des travaux? Je pense que déjà, il y a un surcoût qui est dû au PIO, puisqu'on est descendu beaucoup plus bas, je pense. Et après le reste, je ne sais pas. C'est le bassin de Ah oui, le bassin de rétention des eaux pluviales, qui nous a été imposé, puisque autrement il fallait redescendre sur le bas de l'avenue, la rue La Couture, et on avait réussi à se raccrocher au bassin de rétention qui est sous le parking de la Gargale, de la maison d'association, pour éviter un surcoût énorme en plus qui nous était demandé pour l'évacuation des eaux pluviales. Voilà, c'est vrai. Ça a permis de tempérer l'augmentation. Alors, moi qui suis très sensible aux mots qui sont employés, quand vous avez parlé de savoir si on avait la maîtrise des coûts, oui, on a la maîtrise des coûts. Sauf qu'on a la maîtrise des coûts, mais il y a des fois des opérations qui nous sont imposées et qu'on ne peut pas dire non. Et à partir de là, pas à n'importe quel prix, pas à n'importe quel coût. Bien sûr, on est tenu de faire ces exigences comme le bassin de rétention. Sauf que, et on l'a déprouvé, chaque fois qu'on peut aller chercher de l'argent ailleurs, parce qu'on y est éligible, on le fait, et comme là on avait l'occasion de pouvoir le faire, on l'a fait aussi. Voilà. Mais après, comme j'ai déjà dit, pas de zone d'ombre. Il faut, après on est d'accord, pas d'accord, c'est autre chose. Mais comment il n'y a pas de zone d'ombre entre nous? C'était une bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Si il n'y en a pas, je passe au vote. Des votes contre, des abstentions, je vous remercie. Sur la subvention 4 au CCAS. Alors j'explique, je lis la délibération d'abord et je vous explique après. Donc le conseil municipal expose que conformément à la délibération du 14 décembre, vous rectifierez, c'est le 14 décembre 2023. Le CCAS peut prétendre, dans l'attente du vote du budget primitif 2024, à une avance de subvention correspondant à 25% de la subvention allouée en 2023, soit 521 000 €, donc 131 250. Pour le seul mois de janvier 2024, le CCAS a eu besoin d'une avance de 71 750 € et le solde versé dans l'attente de l'adoption du budget primitif s'établit à 59 500 €, ce qui s'avère insuffisant pour pallier aux dépenses à régler au cours des mois de février et mars et même de début avril qu'on doit payer dans la première dizaine d'avril. Traitement et charges de personnes, facture de fournisseurs, prélèvement de 25 € début avril, c'est ce que je viens de dire, de l'assurance 25 000 € pour l'assurance du personnel. Ces dépenses sont évaluées à 367 730 € et compte tenu de l'avance qui restait à verser et des recettes estimées, le besoin porte sur 122 000 €. Il est donc proposé que ce montant d'avance soit fixé à 50% de la subvention, soit de 162 500, au lieu de 25% qui avait déjà été voté. Donc après avoir entendu l'exposé, après en avoir délibéré, approuve la proposition, au vu des éléments ci-dessus, d'augmenter l'avance de subvention allouée au CCAS dans la date de l'adoption du budget de 2024. Et donc décide que l'avance de 2024 soit portée à 50%. Alors, il est évident que compte tenu des délais, des urgences, je n'ai pas pu faire de commission spécifique sur ça. Et puis même, je n'allais pas faire une commission que pour ce sujet. Donc effectivement, pour ceux qui ne savent pas, il y a des gens qui sont là, et qui sont au conseil d'administration du CCAS. Compte tenu des absences maladie, l'assureur nous a proposé 3 solutions, dont une que nous avons retenue, c'était soit on maintenait les cotisations, mais il nous tombait de 70 à 30% les remboursements. Et là, on a dit que ce n'était pas possible. On a préféré accepter l'augmentation des cotisations, qui, si effectivement on a moins d'arrêt maladie, on pourra toujours demander la révision à la baisse. Il n'empêche que c'est de l'ordre de près de 40 000 € sur l'année, et qui est payé par trimestre en début de trimestre. Donc il a déjà fallu payer janvier et début avril. Et ensuite, il ne vous a pas échappé que, et tant mieux pour les salariés, là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté. Nous, on n'a jamais rien dit là-dessus. Et reconnaître qu'ils n'étaient pas assez payés, évidemment, sauf qu'il y a eu 1,5 point au 1er juillet et 5 points au 1er janvier qui viennent s'ajouter dans notre masse salariale, y compris au CCAS, auquel vient s'ajouter le RIFSEP.
Donc tout ça conjugué, etc., fait que pour passer avant le vote du budget et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et de soucis de trésorerie, j'ai béni de trésorerie et pas de résultat au CCAS, nous proposons de passer cette subvention à 50%. Il est évident que quand nous ferons les comptes de 2023 et de 2024 et au CCAS et à la mairie, évidemment, nous ajusterons la subvention que fera la mairie au CCAS. C'est pas parce que nous donnons ça aujourd'hui que ça prévaut quelque chose sur le futur. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Thébault. Merci, Monsieur le maire, et merci pour ces informations, parce qu'effectivement, ça faisait partie des interrogations que nous voulions soulever, parce qu'on sentait quand même une certaine urgence à apporter cette délibération, et qu'habituellement, on est toujours effectivement sur un vote de 25% et non de 50%, et que, comme on est en début d'année, on se posait la question pour la suite. Mais donc, il y aura le réajustement. Et quand vous parlez de trésorerie, oui, il y avait aussi cette interrogation, puisqu'en octobre, on avait fait une ligne de trésorerie de 100 000 €, et qu'on voit bien qu'elle n'était pas suffisante, et qu'on partait sur autre chose. Donc effectivement, de toute façon, on allait voter cette délibération et nous vous remercions pour ces explications anticipées. Merci. Si elle n'a pas d'autres, je passe au vote. Des votes contre, des abstentions, je n'en vois pas. Merci pour cette unanimité. Coupe le micro, mariage. Le micro, mariage. Je passe la parole à Marie-Josée Roch. Oui, cette délibération porte sur les délégations du conseil municipal à Monsieur le maire. J'expose au Conseil que pour constater l'irrécouvrabilité des créances, les assemblées délibérantes qui disposent du pouvoir budgétaire les admettent en non-valeur. Cette mesure d'appurement d'ordre budgétaire et comptable ne s'oppose pas à l'exercice de poursuites ultérieures si le débiteur revient à meilleure fortune, mais s'insère dans l'exigence de sincérité des comptes portée par l'article 47-2 de la Constitution. Afin de fluidifier la mise en œuvre de cette procédure pour les créances de faible montant et recentrer les travaux de l'Assemblée sur les créances significatives, la loi autorise la délégation de la décision d'admission en non-valeur à l'exécutif local dans la limite d'un seuil. Le décret susvisé fixe les seuils de délégation à respecter. Ce seuil constitue un plafond légal. Les assemblées demeurent libres de fixer un seuil de délégation inférieur. Il leur est également possible, dans le respect de cette condition, de ne donner délégation que pour certaines catégories de créances. Ce plafond légal a été fixé à 100 € par créance pour les communes. Il est proposé au conseil municipal de retenir ce seuil en vue de confier la délégation à Monsieur le maire. Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé, après en avoir délibéré, confère une délégation à Monsieur le maire pour admettre en non-valeur les créances irrécouvrables dont le montant est inférieur à 100 € et dit que Monsieur le maire rendra compte au moins une fois par an de ses décisions au conseil municipal au moyen d'un état listant les créances admises en non-valeur assorties du motif d'admission. Est-ce qu'il y a des questions? Merci Marie-Josée. Je passe au vote. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie pour cette unanimité. Je passe la parole à José pour salle municipale et tarification. Je rappelle que par une délibération du 17 octobre 2022, le conseil municipal a fixé le tarif de location de la salle de bal Paul Vaillant-Couturier pour les particuliers boucalés selon le barème suivant. La salle de bal Paul Vaillant-Couturier, forfait 3 jours, 300 € avec le bar foyer 350. Le bar foyer Paul Vaillant-Couturier, forfait 3 jours, 150 €. Compte tenu de la livraison de la maison des associations, la salle de bal sera moins sollicitée par les associations boucalaises. Ainsi, il est proposé d'ouvrir la réservation de la salle de bal à des particuliers, associations, entreprises extérieures et à la commune. Il propose de fixer les tarifs suivants. Forfait 3 jours, la salle de bal Paul Vaillant-Couturier, 1000 €. Le bar foyer, 300 €. La salle de bal Paul Vaillant-Couturier et le bar foyer, 1200 €. Pour une occasion de salle de bal Paul Vaillant-Couturier avec le bar d'une durée d'inférieure à 3 heures,
300 €. Le forfait nettoyage 200 € en cas de défaillance dans l'obligation de nettoyage. Le montant de la caution à 400 €. Ces tarifs ont été examinés lors de la commission de sport vie associative du 28 novembre 2023. Il est également précisé que le montant de location de la salle de bal pour les particuliers boucalais reste inchangé. La gratuité demeure également pour les associations boucalaises. Attends. Après avoir entendu exposer, après avoir délibéré, fixe les particuliers, associations, entreprises extérieures à la commune les tarifs de la location, un forfait de 3 jours, la salle de bal Paul Vaillant-Couturier 1000 €, du bar foyer à 300 €. De la salle de bal Paul Vaillant-Couturier avec le bar foyer à 1200 €, pour un forfait de nettoyage à 200 € en cas de défaillance, et dans l'obligation de nettoyage de la caution 400 €. Fixe les tarifs de la location pour une occupation inférieure à 3 heures à 300 €, dit les tarifs sont applicables à partir du 1er mars 2024. Pardon, José. Des questions? Oui, madame. Non, monsieur le Père, pas une question. Pour effectivement différencier la participation financière des personnes extérieures à Boucau de celles qui résident sur place et pour lesquelles effectivement il est excellent que le tarif ancien soit maintenu parce qu'il met cette salle et ces installations à la portée de tous. Je voudrais aussi souligner que la commission dont il est fait référence ici est une commission qui a permis de très nombreux échanges et que nous avons participé effectivement à l'élaboration des tarifs qui sont présentés ce soir, parce que la commission effectivement a reposé sur la prise en compte de la parole de chacun. Donc je tenais à le dire parce que c'est effectivement intéressant de travailler de cette façon. Alors, je vais rebondir là-dessus. J'étais au courant de tout ça parce qu'évidemment, José nous avait fait un compte rendu, mais après, vu les relations que j'ai de proximité avec lui, je savais tout de suite comment ça s'était passé, etc. Et c'est vrai, et tu as raison de le préciser là, que les tarifs qui ont été arrêtés l'ont été après échange, et je le dis, j'ai pas peur de le dire, proposition de la minorité d'opposition. Mais comme je suis un vieux sournois, j'en profite pour dire que quelque part, dans des cas comme ça, on a bien démontré qu'on en était capable. Voilà. Donc, si on a en face de nous qui que ce soit, y compris de la majorité, hein, c'est vrai pour chez moi pareil, hein, des propositions qui sont faites avec des arguments qui motivent leur crédibilité, etc., on a bien montré qu'on était prêt à les prendre en considération. Et j'ai Madame Becquerel, je connais depuis longtemps, je vous remercie de l'avoir dit. Et c'est la raison pour laquelle, voilà, alors si effectivement, toutes les commissions d'aventure, y compris le conseil municipal, peuvent se faire dans ce cadre-là, moi, je signe. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et c'est vrai que, effectivement, ceci dit, mais c'est très sérieux parce qu'effectivement, avec la maison des associations qui va être réservée que aux associations, et Paul Vaillant-Couturier qui peut être réservé à des boucalais et à des gens de l'extérieur, il fallait qu'il y ait un distinguo. Voilà. Parce que je rappelle quand même que, on en reparlera ça dans les prochains conseils, que tous les bâtiments communaux qui sont mis à disposition des associations boucalaises, c'est nous qui supportons tous les coûts de l'énergie, l'eau et l'entretien. D'accord? Voilà, donc je veux dire que quelque part, on ne dit pas qu'on doit nous dire merci, parce qu'en contrepartie, c'est l'animation de la ville, bien évidemment, la prise en compte, etc., etc. Mais c'était très bien dit parce que cette délibération nous coinçait un petit peu pour facturer le Paul Vaillant-Couturier. Monsieur José Dos Santos veut prendre la parole. Non, je voulais juste simplement remercier mes collègues, malgré qu'ils sont en minorité, parce que on a travaillé tous ensemble. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. Vote, des votes contre, des abstentions, unanimité écrit en majuscule. Voilà, très bien. Délibération suivante, M. Patrick Acedo.
J'expose à l'Assemblée que dans le cadre des travaux relatifs à l'alimentation de l'antenne mobile pour le compte de Free Mobile implantée à Piquessary, il convient de prévoir le raccordement au réseau public de distribution d'électricité. Afin de formaliser le passage de ce réseau sur les parcelles AN 99 et AN 304 dans l'enceinte du SAD de Piquessary, la commune propriétaire doit donner son accord. Il convient donc d'instituer une servitude de passage au profit d'Enedis. Pour ce faire, il est proposé d'approuver la convention présentée en annexe. Le conseil municipal, après en avoir entendu l'exposé, après en avoir délibéré, accepte que les parcelles AN 99 et AN 304 soient grevées d'une servitude pour le passage de l'ouvrage souterrain précité. Dit que cette certitude sera formalisée par la signature d'une convention à intervenir entre la commune et Enedis. Accepte, à titre de compensation forfaitaire et définitive, une indemnité de 10 € telle que prévue à l'article 3 de la convention précitée. Autorise le maire à signer tous les documents et les actes notariés relatifs à cette affaire. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Thébault. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, cette délibération, au-delà de son objet purement technique, pose la question d'une installation supplémentaire par l'opérateur Free Mobile à Piquessary. Est-ce vraiment nécessaire? À Boucau, sur un périmètre triangulaire restreint, Piquessary, Château d'Eau et Bazé-Maïsika, nous avons 6 antennes sur 3 mâts et 4 opérateurs que sont Orange à Piquessary, Bouygues, Free et SFR au Château d'Eau et Free et SFR au Bazé-Maïsika. Et je remercie parce que j'ai eu les informations par le biais de Madame Le Taillandier. Ça a été rapide. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on se pose la question du couverture de réseau à Boucau. Est-elle défaillante au point de renforcer les installations ou s'agit-il d'une concurrence effrénée où chaque opérateur cherche à capter le plus de parts? Sur le site de l'Agence nationale des radiofréquences, à ce jour, le 15 février 2024, on ne retrouve pas de demande d'extension complémentaire du réseau pour Free Mobile. À ce jour, nous ne retrouvons que l'antenne Orange, intensité 2G, 3G, 4G, 5G, qui date de 2004. Rien d'autre. La demande du libellé de la délibération de ce soir vient-elle d'Enedis seulement? Parce que sur le site de la ville, il est bien rappelé que c'est l'Agence nationale de radiofréquence qui délivre les autorisations et on ne la retrouve pas. Donc si la France a choisi, poussée par l'Europe, d'ouvrir à la concurrence le secteur de la téléphonie, alors que nous avions un opérateur public unique avec France Télécom et donc une maîtrise publique, nous mesurons aujourd'hui les effets négatifs de la concurrence. Et tout ceci au détriment de l'environnement, du bien-vivre, sans porter d'amélioration au service rendu, puisqu'il semblerait que Boucau soit bien couvert. Dans ces conditions, face à la puissance que représentent les opérateurs, rien ne nous encourage à leur faciliter leur implantation au-delà du strict nécessaire. C'est ce qui nous motive pour une abstention sur cette délibération. Moi, je ne vais pas rentrer dans des discussions techniques qui peuvent peut-être me dépasser. Nous, ce qu'on a retenu, parce qu'on n'en parle à Muro, bien évidemment, c'est que, ça a été dit, vous l'avez dit vous-même, pardon, il n'y a que 3 mâts, de toute façon. Donc, il ne s'agit pas de l'implantation de mâts supplémentaires. Et que, finalement, sur ces mâts, vient s'ajouter, voilà, bon. Donc, pour pouvoir accéder à ça, c'est effectivement quand même Enedis qui nous demande le passage. Bon, voilà. Donc, ça nous était difficile c'est toujours des arbitrages difficiles, quoi, de dire non. C'est la raison pour laquelle nous, on propose cette délibération au conseil municipal, tout simplement. Oui, mais en fait, il n'y a pas véritablement, c'est pas affiché qu'en fait, ils vont mettre un opérateur supplémentaire sur un triangle qui n'est pas important, parce que Boucau, c'est 5 km du carré et 800. Donc, effectivement, ça fait une extension et on sait que sur les autres antennes, on est déjà sur la 5G et que là, on va s'orienter vers la 6G. Et c'est la question qui reste toujours avec l'interrogation du doute sur la santé des riverains. Et c'est bizarre que ce soit Enedis qui vienne demander l'autorisation de passage, alors qu'au bout du bout, on devrait avoir une demande d'autorisation de poser un opérateur supplémentaire sur le mât de Piquessary. Voilà. C'est une anticipation d'Enedis qui avait su que Free voulait implanter, je pense, l'antenne là. Il ne faut pas se leurrer aussi, il faut se dire, on vient de parler tout à l'heure du nombre de logements qui vont être créés au Boucau, il faut servir le nombre d'abonnés.
Donc une antenne elle va pouvoir réceptionner un certain quota. Donc automatiquement, il y a des zones d'ombre qui vont s'opérer par le nombre d'adhérents, d'opérateurs qui vont rentrer dans le circuit d'abonnés. Voilà. En fait, c'est une question qui nous dépasse un peu au-dessus et donc effectivement, ce n'est pas la dotation parce que par rapport au nombre de personnes, la couverture, elle est là, elle est tout à fait correcte, notamment avec Saint-Gey. Quand on va regarder les cartographies, Boucau est en zone complète, complètement couverte. Donc aujourd'hui, c'est une course entre les opérateurs qui se fait d'ici 2027 et je crois qu'au niveau de l'actualité aujourd'hui, je trouve que c'est un peu un biais détourné d'Enedis qui vient dire, parce qu'à la commune, ils auraient dû dire, on a entendu et que déjà on devrait avoir la demande de Free Mobile qui devrait arriver dans la logique de la démarche. Mais bon... Bon, toi, ça me dépasse, quand je vois la publicité que fait Free à la télévision, ça me fait... voilà. Moi, à mon humble niveau, et d'une sincérité absolue, je me dis que si Enedis le demande, c'est qu'Enedis, il y a un intérêt. Et nous, quelque part, Enedis, on en a besoin aussi. Donc, dire non à cette délibération, c'est dire non à Enedis. Voilà, c'est pas plus loin que ça, quoi. Alors après, effectivement, moi je suis pas spécialiste non plus, quoi. Les arbitrages sont toujours très difficiles à faire, quoi. C'est pour ça que c'est ouvert, hein. Parce qu'il y a une autre discussion, c'est que ça va être ce que va négocier quand même la mairie si ça se fait. Parce que c'est dans le domaine public et que initialement, celle qui avait été installée Orange en 2004, avait négocié l'éclairage de Piquesari. Donc là, aujourd'hui, pour toutes les autres antennes qui sont installées, que ce soit au Château d'Eau, bon, c'est Maïsika, c'est parcelle privée, donc ça revient à Maïsika, mais sur je pense que c'est parcelle privée, c'est à vérifier. Mais sur le Château d'Eau, quelle est la contribution de ces opérateurs à la commune? On n'appartient pas à la commune. Hein. C'est de la gauche. C'est pas la nouvelle... D'accord. C'est pareil à Piquesari, le pilon ne nous appartient pas, il appartient à Orange maintenant. Hein, donc c'est Orange qui va traiter, je pense, il n'appartient pas. Ouais, d'accord. Des votes contre, des abstentions 7. Je vous remercie pour cette majorité. Dernière délibération, M. Patrick Acedo, également, dans le même style. J'expose à l'Assemblée que dans le cadre de travaux de renouvellement du réseau GAS et de la mise en conformité des branchements dans les rues René Duvert, Henri Garcia, Duport et de Montilla, il convient de prévoir le raccordement sur l'antenne du réseau GAS de l'impasse Apollo, afin de formaliser le passage de ce réseau sur la parcelle AM 146. La commune propriétaire doit donner son accord. Il convient ainsi d'instituer une servitude de passage au profit de GRDF. Le conseil municipal, après entendu exposé, après en avoir délibéré, accepte que la parcelle AM 146 soit grevée d'une servitude à titre gratuit pour le passage de l'ouvrage souterrain précité. Précise que cette servitude sera formalisée par la signature d'une convention à intervenir entre la commune et GRDF, autorise le maire à signer tous les documents et l'acte notarié relatif à cette affaire. Pas de questions, je soumets au vote des votes contre, des abstentions. Je vous remercie pour cette unanimité. Questions diverses. Vous pouvez poser la question. Est-ce que je vous demande aussi l'autorisation, monsieur le maire? C'est bon, vous m'écoutez? Merci. Non, je voulais juste savoir, on a voté en 2022 un RLPI, le règlement local de publicité intercommunale, donc du coup qui doit s'appliquer. Aujourd'hui, du coup, nombre de publicités ne respectent pas ce nouveau RLPI. Je voulais savoir s'il a été mis en place une politique et des moyens mis en œuvre pour faire respecter ce RLPI. Alors le RLPI... Règlement local de publicité intercommunale, pardon. Merci. Il est intercommunal. Donc, il est intercommunal. Donc, effectivement, c'est l'aglo qui suit ça.
ça ne nous empêche pas, nous, sur place, de le suivre aussi, puisqu'on est chez nous, bien évidemment. Quoi, voilà. Donc, ça fait partie des nombreux sujets qu'on doit traiter les uns derrière les autres, et je crois que c'est d'actualité. On a quelque chose qui est prévu prochainement sur ce sujet. Mais c'est une bonne remarque. Effectivement, même si c'est de la compétence de l'agglo, qui en a 21 quand même, je vous le rappelle. Du moins que c'est sur notre territoire, on reste force de proposition quand même. Je vous remercie effectivement pour tous ces échanges et comme ça a été démontré tout à l'heure avec les adjoints, la transversalité, quoi, effectivement, et on travaille beaucoup. Et puis, merci aux techniciens, pour pas que je les oublie, parce que si effectivement ça peut être visionné, c'est grâce aux techniciens qui sont là. Et à Céline qui est là-bas, mais Céline, c'est comme on dit, elle fait partie aujourd'hui. C'est pour ça, voilà. Et donc j'ai donné les dates des futurs conseils, donc s'il n'y a pas de truc particulier, la simple chose que je peux vous dire, c'est de retenir les dates de culture de Madame Marie-Josée Roch pour la culture, etc., etc., etc. Et vous invitez à avoir un œil sur l'exposition très féminine d'ailleurs dans cette salle. Parler d'elle, qui a été récompensée moult fois, notamment dans le cercle, au sein du cercle des Amis de l'Art, qui est Madame Sylvie Iturbide et qui habite Biarritz. Voilà. Merci. Merci, bonne soirée.